Vous écoutez Europe 1, très bon réveil à tous, il est 7h39. Et maintenant, que va-t-il se passer ? L'élimination du chef terroriste du Hamas ouvre une nouvelle période d'incertitude avec des risques d'embrasement pour le Moyen-Orient. Israël a puni l'un des principaux responsables, en quelque sorte, des attaques du 7 octobre. Mais pour quel prix désormais ? Eh bien, pour en parler, vous recevez Lionel Frédéric Ancel, géopolitologue spécialiste du Moyen-Orient. Bonjour Frédéric Ancel. Bonjour. Merci d'être en ligne ce matin sur Europe 1. Alors, 24 heures après l'élimination donc d'Ismaël Haniyeh, est-ce que les réactions que l'on a pu constater ces dernières heures vous confirment, Frédéric Ancel, le sentiment que l'on a franchi une étape supplémentaire vers un embrasement dans la région du Moyen-Orient ? Non. Non. Je ne crois pas, et je le crois d'autant moins que depuis maintenant 9 mois, 10 mois, à un rythme pratiquement hebdomadaire, la question est posée, alors de l'embrasement, ou de la guerre totale, ou de la régionalisation, et je n'y ai jamais cru, et moins que jamais aujourd'hui. Et je vais vous dire pourquoi. Oui. Parce que la seule occurrence où la République islamique d'Iran a attaqué directement Israël, vous vous en souvenez, c'est il y a quelques mois, et puis Israël avait riposté le lendemain, c'était lorsque l'État hébreu avait neutralisé, avait abattu un haut dignitaire iranien. Oui. Mais certainement pas un dignitaire palestinien. Oui. Regardez le nombre de dignitaires ou de combattants ou de chefs, de responsables des fameux proxys, c'est-à-dire du Hezbollah, c'est-à-dire des Houthis maintenant du Yémen et d'autres d'ailleurs, notamment des milices syriennes et irakiennes anti-israéliennes, qui sont abattus sans que l'Iran réagisse directement. Alors vous me direz, là on a une humiliation suprême parce que on est vraiment au cœur du dispositif central iranien, au cœur de la territorialité iranienne, et puis en plus c'est un invité de marque. Certes, mais les Iraniens, et je le dis souvent, je le répète, la République islamique d'Iran est dirigée par des fanatiques au dernier degré, mais pas par des imbéciles. Ce sont des gens qui connaissent bien les rapports de force. Et je reprends l'exemple d'il y a quelques mois, lorsqu'il y avait eu cette attaque iranienne de balistique et à base de drones en Israël, qui avait été extrêmement, d'abord annoncé dûment, et qui avait été extrêmement, entre guillemets, mesuré. Bon, et je pense donc que les Iraniens ne peuvent pas faire plus que ce qu'ils avaient fait il y a quelques mois, lorsque pour le coup c'était un de leurs hauts dignitaires qui avait été abattu. Bon, il n'en est pas moins, Frédéric Ancel, que s'il n'y a pas donc d'embrasement et d'escalade, le processus de paix entre Israël et les Palestiniens, il est plus que jamais dans l'impasse du fait de cette attaque. C'est le moins qu'on puisse dire. De toute façon, le dernier processus de paix un petit peu authentique qui était devenu, c'était en 2007. Je crois pas me tromper en vous disant qu'on est en 2024 et que depuis pas mal d'années, il n'y en a plus de processus de paix. Je pense que d'une part, le Hamas est l'obstacle absolument fondamental et principal à cela. Lui qui bien sûr n'a jamais reconnu Israël, mais qui a toujours tenté, et malheureusement avec un certain succès, de pourrir le vrai processus de paix, en l'occurrence celui d'Oslo, qui avait prévalu de 93 à 2000 et qui n'a jamais d'ailleurs reconnu non plus la primauté de l'autorité palestinienne à Gaza, puisque en 2007, le 15 juin, il avait littéralement perpétré un putsch contre l'autorité palestinienne. Mais pour être très honnête, je vous dirais que de l'autre côté israélien, on a affaire à une coalition dont l'aile droite est composée de fanatiques, d'extrémistes qui n'ont aucune espèce de vista quant à un processus de paix et qui n'en veulent simplement pas. Donc oui, pour l'instant, on est vraiment dans l'impasse. L'autre question que l'on se pose, l'autre inquiétude et interrogation que l'on a, Frédéric Ancel, c'est la conséquence sur les otages israéliens qui sont toujours retenus à Gaza. Il n'y a plus d'espoir de libération. Est-ce que d'une certaine façon, Israël et Netanyahou ne les a pas, entre guillemets, sacrifiés dans cette opération ? Alors, je vais peut-être faire un saut de trop d'optimisme, mais vous savez, quand on est en guerre, c'est en principe, même avec des idéologues apocalyptiques comme Sinwar, le chef de la branche militaire du Hamas, on poursuit quand même des objectifs plus ou moins pragmatiques. Je veux dire par là que Haniyeh, mort ou pas, aujourd'hui, si le chef militaire de la branche, le chef de la branche militaire du Hamas à Gaza considère que les nouvelles propositions faites alors par Israël via les États-Unis, via d'autres pays arabes, lui sont favorables et lui permettent quelque part d'éviter la chute, parce que le Hamas est en train militairement de perdre la guerre, bien sûr, à Gaza. Ça, c'est incontestable. Il libérera les otages. C'est-à-dire que je pense que on n'est pas mécaniquement dans la dimension vengeresse. C'est ça que je veux vous dire, et notamment dans un schéma de guerre tel qu'il prévaut aujourd'hui. Oui, parce que Yahya Sinwar, dont vous parliez, c'est le véritable chef d'une certaine façon de l'organisation terroriste, qui est sur le terrain, toujours planqué à Gaza, lui, probablement dans des tunnels de cette bande de Gaza.
Oui, c'est le chef, j'allais dire, opérationnel, parce que Haniyeh, qui était un fanatique de la même nature que donc un islamiste radical, très proche d'ailleurs du fondateur du Hamas extrémiste, le Cheikh Yassine, dès 88. Bref, l'idéologie, il la partageait. En revanche, Haniyeh n'était qu'une vitrine politique et diplomatique. Enfin, il était le négociateur quand même, quoi, pour la libération des otages, notamment. Alors, il était négociateur. Après, moi, je ne sais absolument pas dans quelle mesure il était négociateur principal par rapport à ce que l'exigeait Sinwar. Oui, alors ça reste extrêmement opaque. En tout cas, pour vous répondre sur Sinwar, oui, bien sûr, c'est aujourd'hui le véritable chef et le chef unique du Hamas, qui d'ailleurs, évidemment, n'est pas sans poser problème, puisqu'il est, il est condamné à mort par les Israéliens. En tout cas, l'élimination de Haniyeh démontre qu'Israël a toujours la capacité de frapper ses ennemis où qu'ils se trouvent. Tiens, question en quelques mots, Frédéric Ancel. Est-ce qu'on sait d'où a été tiré ce fameux missile qui a frappé Haniyeh dans la chambre de son appartement qu'il occupait à Téhéran ? Alors, écoutez, c'est une vraie question, non ? Oui, c'est une vraie question, absolument, technique, logistique, tactique. Il y a deux hypothèses fondamentales. La première hypothèse, c'est que ça vient directement d'Israël via la chasse, via des chasseurs bombardiers F-35, qui d'ailleurs ont démontré leur efficacité il y a quelques semaines contre les Houthis du Yémen. Aller-retour sans problème. Soit en provenance d'Israël toujours, mais ce serait un missile. Donc là, on a affaire à un missile sol-sol auquel je crois beaucoup moins, parce que là, la précision est telle que ça me paraît un peu compliqué. Soit, et alors là, l'hypothèse serait absolument catastrophique pour Téhéran, soit ça vient de l'Iran. Et ce n'est pas une hypothèse à rejeter d'un revers de main, non pas nécessairement que le missile, et encore moins que l'aéronef, soit parti du sol iranien, encore que, c'est pas tellement ça, c'est qu'il peut très bien y avoir des complicités techniques, notamment en termes de guidage de missiles, sur le sol iranien. Et je crois d'autant plus à cette hypothèse, et je le dis d'un mot, que ces 10-12 dernières années, les Israéliens sont intervenus de manière très spectaculaire, notamment dans le domaine nucléaire iranien, soit contre des ingénieurs, soit contre des infrastructures, et qu'à plusieurs reprises, il a été démontré qu'il y avait des complicités sur place. Hypothèse passionnante et très intéressante, effectivement. Merci Frédéric Ancel, spécialiste du Moyen-Orient. Merci d'avoir été en ligne sur Europe 1 ce matin. Je rappelle votre dernier livre, Les voies de la puissance, penser la géopolitique au XXIe siècle, publié chez Odile Lafont. Europe 1, il est 7h46.